Et nous revoilà de retour pour commencer notre partie débat avec M. Mahmoud Sebet, historien et analyste politique, par la visite du président singapourien pour l'Égypte. Alors bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour moi. Alors, on voudrait parler tout d'abord de l'importance de la visite du président singapourien et de l'importance de Singapour aujourd'hui sur la scène internationale. Oui, Singapour a vraiment tenu dans le sens économique. Ils ont fait vraiment, ils ont devenu ce qu'on appelle un des tigres d'Asie. Et là, ils se sont complètement transformés, je dois dire, en très peu de temps. Alors, ce qu'ils ont à offrir, vraiment, c'est un peu, bien sûr, leur bien économique, bien sûr, mais en plus leur expertise économique, qui est très important dans ce sens. Et moi, je compte bien sur cette visite. C'est une bonne visite dans le sens économique. Mais est-ce que nous, en tant qu'un pays beaucoup plus nombreux que Singapour et beaucoup plus grand, même sur le plan géographique, est-ce qu'on peut vraiment bénéficier de l'expérience singapourienne? Oui, parce que dans le sens de microcosme, à l'époque, moi je vous parle quand même des années 70, au début des 80, le Singapour avait pas exactement les mêmes problèmes, mais des problèmes pas très loin des problèmes qu'on a aujourd'hui, qu'on n'a pas seulement aujourd'hui, mais qu'on a eu dans le temps. Et ils ont trouvé des moyens de rectifier ces problèmes, d'adresser ces problèmes et de devenir vraiment une puissance économique. Même que c'est un pays beaucoup plus petit que l'Égypte, quand même, il y a des analogues dans les mêmes problèmes dans le temps. Et historiquement, dans ce sens, c'est quelque chose qui peut nous aider, au moins à développer des idées dans ce sens. Des idées par exemple, de management, le style de management, le style économique de management que le Singapour a plus ou moins inventé, entre parenthèses. Et quels seront les domaines de coopération entre l'Égypte et Singapour? Je sais que le président Abdel Fattah el-Sisi avait effectué récemment une visite à Singapour pour observer son port et discuter beaucoup. Il était même accompagné du général Mamiche pour essayer de mettre en place ou de s'inspirer des idées du port de Singapour. Oui, bien sûr, le port de Singapour, c'est quelque chose de très important. C'est un entrepôt d'Asie. C'était historiquement l'entrepôt des Anglais en Asie, entre parenthèses, mais c'est pas seulement un entrepôt, mais le Singapour même est rentré dans le manufacture. Ça veut dire ils ont des fabriques pour réexport. Et dans ce sens, par exemple, le canal de Suez et le projet du canal de Suez, pour nous, développer des intérêts, d'avoir plus ou moins une même sorte de dynamique économique. Ça veut dire d'avoir des fabriques qui importent des biens pour réexporter, après qu'ils ont été fabriqués dans des fabriques égyptiennes, dans des boîtes égyptiennes. Mais dans des boîtes égyptiennes, dans un secteur comme de port. Et dans notre sens, c'est pas vraiment le port, c'est le canal de Suez, on prend tous. Alors, dans ce sens, oui, c'est un cas d'analogue, et on peut bien voir les leçons que le Singapour a bien fait dans ce sens. Ils sont en train de fabriquer beaucoup de choses sur le territoire singapourien, même que le territoire singapourien est minuscule. Mais leur puissance économique est incroyable. Parce qu'ils ont su comment trouver des réponses et des solutions avec le territoire qu'ils ont. On a entendu aussi parler de coopération dans le domaine de l'éducation. Éducation dans le sens de management, peut-être, oui. Non, de l'éducation dans le sens de l'éducation générale, de l'instruction générale dans les écoles. Oui, bon.
je ne suis pas expert éducatif de Singapour, je dois dire, mais peut-être... Bon, je sais très bien qu'ils ont développé des très intéressantes théories qu'ils ont appliquées sur ce qu'on appelle en anglais le middle management. Et oui, il est fort là-dessus. Bon. Espérons que cette visite apportera ses fruits et on va passer à un autre volet, celui des victimes du crash de l'avion russe dans le Sinaï. On sait qu'hier, il y a eu une messe, a été célébrée à Sharm el-Sheikh en mémoire aux 224 victimes. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la part de l'Égypte ? Non, mais c'est très bien, parce que après tout, le système de l'aéroport a été beaucoup augmenté. Et même, ça a surpassé même certains aéroports européens, dans ce sens. Et c'est aussi de répondre à la tragédie qui s'est eu lieu. Et pour donner un exemple de la situation telle qu'elle est, que maintenant c'est différent. Le tourisme, il commence à reprendre un petit peu en Égypte. Oui, mais très peu, mais ça commence, oui. Il y a un certain tourisme qui retourne au Sinaï, et ce que je comprends dans la mer Rouge. Mais ça commence, on a quand même un long chemin. Et qu'est-ce que le ministère du Tourisme pourrait faire? Parce qu'il y a aussi une conférence très importante actuellement en Égypte, c'est la conférence de l'Organisation internationale du tourisme, un sommet de 2 jours qui se tient actuellement à Luxor. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même quelques années qu'on a eu une perte dans le tourisme. Et actuellement, ce que l'Égypte a besoin, c'est une nouvelle stratégie pour le tourisme. La stratégie ancienne, c'est vraiment une ancienne stratégie aujourd'hui, avec des nouveaux marchés, ça veut dire des nouveaux gens qui sont rentrés dans le tourisme, sont beaucoup plus modernes, sont beaucoup plus liés dans le sens de communication qu'elle l'était même il y a 3-4 ans. Alors oui, ça devient différent. Alors l'Égypte vraiment doit répondre à cette différence et à cette modernité au plus vite possible, avec une bonne stratégie dans ce sens. Bon, on va passer à notre troisième sujet pour ce soir, qu'on va débattre en détail. C'est l'élection du nouveau président libanais, Michel Aoun. Oui. Alors, félicitations, comme oui, je l'ai dit tout à l'heure, aux Libanais. Et votre commentaire tout d'abord sur la situation en général. Michel Aoun, c'est un très bon choix. C'est quelqu'un qui est rentré pour trouver l'équilibre il y a presque 2 décades maintenant, qui est rentré. Il n'a pas vraiment été donné une grande chance, mais quand même, c'était quelqu'un qui a été accepté par tous les côtés. Et par tous les côtés dans le sens politique au Liban. Pour qu'il retourne actuellement, après une assez longue période où il y avait un grand manque de chefs d'État au Liban, chefs de gouvernement au Liban, c'est une très très bonne situation actuellement pour eux. Je trouve qu'ils ont finalement fini leur situation, qu'ils n'avaient vraiment pas de chef gouvernemental. Actuellement, avec la situation à côté d'eux, ce qui se passe en Syrie, ça a été vraiment très dangereux. Sans nouvelle politique, parce que sans chef d'État, il n'y a vraiment... Oui, la routine du gouvernement continue, bien sûr, mais ils n'ont pas vraiment ils ne sont pas dans une position de faire une politique, de répondre à des crises. Actuellement, maintenant, oui, avec Michel Aoun, avec un chef d'État, ils ont beaucoup plus d'options maintenant. Et à votre avis, pourquoi ça a pris tellement de retard? Parce qu'il y a certains
forces non gouvernementales qui ont beaucoup d'influence. Il faut quand même trouver un consensus entre eux pour avoir quelqu'un qui sont tous plus ou moins d'accord là-dessus. Et on a eu une manque de ça. En plus, il y a d'influence de l'extérieur, des influences, après tout, la politique de l'intérieur du Liban a été très influencée par le gouvernement syrien. Aujourd'hui, la Syrie n'a plus le même influence sur le Liban. Alors ça a déséquilibré un peu la situation. En plus, il y a d'autres intérêts, bien sûr, il y a des pressions, et ça traduit sur les forces politiques dans le territoire qui ont peur vraiment de faire des décisions et qui ne sont pas vraiment en accord. C'est très difficile de trouver un accord général, de sortir dans de telles situations. Et quels sont les pouvoirs du président au Liban? Un équilibre, une politique vis-à-vis la Syrie, une politique vis-à-vis les développements en Syrie, que je dois dire quand même qu'il y a des éléments au Liban qui se sont mêlés en ça, dont je parle de Hezbollah, qui a envoyé des forces militaires pour aider le régime de Bachar el-Assad. Est-ce que c'est la politique du Liban de rentrer dans ce sens, ou c'est la politique seulement des éléments non gouvernementaux? Alors, oui, il y a plusieurs choses, parce que c'est très dangereux, ça. On peut bien mêler le Liban, et même le Liban a une situation qu'elle est presque mêlée. À Tripoli, par exemple, il y a des pressions où ça a rentré dans une guerre ouverte pendant des petites périodes, mais ça peut toujours retourner à ça. Il y a toujours le danger d'une guerre civile, toujours ce danger qui sera un miroir de ce qui se passe en Syrie. C'est très bien que jusqu'à maintenant, le Liban a trouvé un certain équilibre de ne pas vraiment tomber dans le même pétrin. Non, mais je parle des pouvoirs du président. Est-ce que le président au Liban, il est symbolique, c'est un président symbolique, ou bien c'est un président qui a des pouvoirs? Il est symbolique. Il a des pouvoirs indirects. Parce qu'il est là, son existence égale un équilibre, une position de comment je peux vous dire. Pas le chef d'un cabinet, c'est pas le Premier ministre bien sûr, mais c'est un chef d'État qui garantisse que l'État est là, que l'État est équilibré et que l'État sera toujours un observateur du cabinet du Premier ministre. Alors il y a un certain équilibre entre les deux. Les trois principaux postes au Liban sont les postes du président, du Premier ministre et du chef du Parlement. Oui. L'un doit être chrétien, l'autre chiite et le troisième sunnite. Comment se fait le choix du Premier ministre et du chef du Parlement au Liban? Comment se fait le choix? Qui les choisit? C'est un consensus, ça a toujours été un consensus. Un consensus entre les éléments, par exemple, les joueurs de la politique. Il y a certains clans, il y a certaines grandes familles politiques qui, et à part eux, bien sûr, aussi des partis politiques. Alors il y a plusieurs éléments qui jouent un rôle là-dessus. Et on ne peut pas vraiment négliger un pour l'autre. Le moment qu'on fait ça, ça devient des vendettes, ça devient une guerre ouverte. On a déjà vu ça dans le temps, depuis les derniers 20-30 ans. Mais est-ce que maintenant que le Liban a été d'accord pour un président, est-ce que cela signifie qu'il a été d'accord aussi pour le nom du Premier ministre et du chef du Parlement? Oui, dans ce sens, oui. Ça veut dire qu'il y a eu une série d'accords entre ces partis politiques, ces éléments politiques, pour vraiment trouver des solutions. Et ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que la situation est très dangereuse. Et c'est
menace collective. C'est pas seulement une partie ou une autre partie. Une menace, vous voulez dire de la part de qui? De la part de la situation au Moyen-Orient. C'est pas une menace directe d'un... Non. La situation est menaçante. Et s'ils ne sont pas vraiment d'accord et trouver des solutions actuellement, c'est très facile de tomber dans le pétrin du déséquilibre actuel qui se passe au monde arabe. Oui, mais est-ce que vous pensez que le fait que le Liban ait un président, un chef du Parlement et un Premier ministre, ça va empêcher quelconque risque? On a vu la Syrie avec son président qui était un homme assez fort, et l'armée syrienne, et pourtant la situation dans laquelle la Syrie est tombée aujourd'hui. Oui, mais quand même, on a vu que même après plusieurs années de guerre civile en Syrie, que le Liban est plus ou moins calme. Et vraiment, ça est un miracle. Parce qu'on a déjà vu, le Liban était très explosif, très volatile. Et il y a une guerre civile qui n'arrêtait pas. Et ça, éventuellement, ça s'est arrêté. Mais c'est très facile de tomber dans une situation pareille. Mais dans mon avis, c'est le commencement. Ça veut dire, le moment qu'ils ont choisi Michel Aoun comme chef d'État, les autres, il y a déjà des accords sur l'État pour les autres postes, les autres positions. Et tous ces éléments politiques sont rentrés dans ça parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent trouver des solutions actuelles avant que la situation leur dépassera. Et c'est ça le danger. Oui. Est-ce qu'on a une idée du nom du chef du Parlement et du nouveau Premier ministre? Non, moi je ne l'ai pas, mais il y a certainement plusieurs candidats. Saad Hariri. Il y a certains candidats. Je dois dire que oui, il y a Saad Hariri. Est-ce qu'il jouera un rôle ou est-ce que son lien avec l'Arabie Saoudite est trop proche? Parce que quand même, il y a l'élément de l'extérieur. Et ça peut peut-être tomber mal actuellement avec la situation telle qu'elle est. Moi, je pense qu'ils vont chercher et trouver des éléments qui n'ont pas vraiment des liens si prononcés avec les puissances de l'extérieur. Actuellement, on ne va pas vraiment trouver quelqu'un, par exemple, les Gemayel, qui étaient liés avec Israël. On ne va vraiment pas voir un d'eux, ou peut-être on va le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop d'éléments qui sont un peu toxiques au Liban à cause de leur lien à d'autres puissances qui ont fait du mal au Liban, dernièrement. Moi, je vous parle bien sûr de la guerre d'il y a quelques années sur le Liban par Israël. N'importe quel avec Israël dans un homme politique il ne pourra pas vraiment survivre politiquement actuellement aujourd'hui. Alors, c'est pas seulement Israël, mais il y a d'autres éléments aussi. Il y a aussi l'Arabie Saoudite, il y a la Syrie, etc. Surtout qu'avant, le Liban a été soutenu par la Syrie. Oui, quand même. Il y a Michel Aoun a été, moi je vous parle dans le temps, a été accepté pour un petit moment par la Syrie, tandis que c'était le candidat, moi je ne sais pas aujourd'hui, mais historiquement c'était le candidat d'un compromis. La Syrie voulait quelqu'un d'autre. Il y a des éléments qui soutenaient les Syriens au Liban, mais il y avait d'autres liens qui étaient contre les Syriens. La Syrie était vraiment quelqu'un qui pas contribuait, mais il faisait partie de la guerre civile au Liban. Alors, oui, mais maintenant, leur influence est beaucoup moins qu'elle était dans le temps, à cause de la situation actuelle. Bon, on sait que le président libanais doit être obligatoirement chrétien. Le chef du Parlement doit être un musulman chiite, et le Premier ministre un musulman sunnite. C'est ça. Pourquoi cette division?
Ça fait partie de l'équilibre qui représentait la population. Moi, je vous parle de 1955, 1960. Est-ce que ces faits démographiques sont toujours en place? Et là, je dois dire que personne ose de demander cette question aujourd'hui. Parce que ça peut déséquilibrer cet accord qu'ils ont fait à cette époque. Et c'est un accord qui existe toujours. Et qu'ils vont trouver un moyen de faire marcher aujourd'hui. Pour la simple raison que même que les populations qui représentent ça ne sont plus... On disait à l'époque que la moitié du pays était chrétien et la moitié musulman, chiites et sunnites, etc. Ce n'est plus le cas. Il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs voies différentes au Liban qui ont eu des problèmes dans le temps. C'est rien de nouveau. Les Druzes, les chiites étaient en guerre à un moment donné. Les sunnites contre les maronites, ils étaient en guerre. Et en plus, bien sûr, il y a l'élément palestinien là-dedans jusqu'aujourd'hui quand même. Alors oui, c'est pas facile. Et avec tous ces éléments, oui, c'est pas facile du tout. Et comment est composé le Parlement au Liban? C'est une représentation Mais est-ce qu'il y a des quotas aussi pour les chiites, les musulmans, les chrétiens, ou bien c'est une élection libre? C'est seulement ça, et aussi quand même dans le cabinet. Il y a un quota dans le cabinet, ça veut dire qui sera le chef militaire. Normalement, le chef militaire est un chrétien. Normalement. Qui sera le chef de la police? Qui sera... alors oui, là, normalement, c'est un sunnite. Alors ça dépend vraiment des postes, des positions dans le cabinet. Et sous le cabinet, ça veut dire des positions moitié permanentes dans l'État libanais. Par exemple, le poste du chef du deuxième bureau. D'où vient-il? Tout ça a été bien, dans le temps, en tous les cas, a été bien pensé. Il y a une formule, ce que je veux dire, pour tout ça. Beaucoup de ça n'est pas très visible, mais c'est là, derrière le rideau, on peut dire. Mais pour le Parlement, nous n'avons pas ces quotas. Non, c'est un Parlement ouvert, de ce que je comprends. Ce que je veux dire, c'est que derrière un rideau, il y a certains, bien sûr, accords qu'on ne se voit pas. Il y a quand même une représentation politique de plusieurs partis politiques. Il y a les Maronites, il y a le Hezbollah, qui ne peut pas vraiment dire que c'est Hezbollah. Et très souvent, c'est Hezbollah. Il y a d'autres partis politiques qui sont liés à eux, mais ce n'est pas eux. Alors, quand même, il y a un certain maquillage en tout ça. Un des choses de la situation libanaise, c'est qu'il y a un certain maquillage. Et à votre avis, quelles seront les priorités aujourd'hui du nouveau président libanais? De ne pas tomber dans le pétrin de ce qui se passe avec leurs voisins. Et comment est-ce qu'ils peuvent tomber? Non, il y a quand même une situation assez grave sur les frontières. Il y a une position assez grave à cause des conduits d'armes qui rentrent en Syrie pour les rebelles, par exemple, les militants, etc. Beaucoup de ça vient du Liban, la plupart vient de la Turquie, mais quand même, il y a un élément qui vient du Liban. Il y a une exportation de ce qui se passe à Tripoli. À Tripoli, il y a eu quand même plusieurs escarmouches, on peut dire, entre des partis politiques, comme un miroir de ce qui se passe à côté. Quand même, il y a pas une grande population, mais quand même, il y a une population chiite au Liban, il y a une population sunnite au Liban. Il y a la plupart de cette guerre à côté en Syrie, c'est quand même entre les Alaouites, qui sont une sorte de secte chiite, contre la majorité du sunnite. Alors, c'est les minorités qui sont en train d'entrebattre. C'est très très facile de tomber dans ce pétrin, et actuellement, il y a des pressions au nord du Liban sur ce sujet. Alors, leur première solution, c'est de trouver une façon de calmer la situation. Et seulement un chef d'État peut faire quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que la situation en Syrie peut dégénérer et arriver jusqu'au Liban?
ça l'a déjà fait. Mais ce n'est pas dans le niveau qui est si sérieux que ça a fait tomber le Liban en guerre civile. Mais c'est très fragile, ce que je veux dire. C'est une situation très très fragile. Du moment qu'on a mentionné la Syrie, on ne peut pas ne pas jeter la lumière sur ce qui se passe actuellement à Alep. Oui, Halab est juste à côté. Écoute, c'est des batailles acharnées qui sont en train qui sont juste à côté des frontières libanaises avec la Syrie. Et puis en plus, le Liban, il y a une énorme quantité de réfugiés syriens. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Est-ce que qui est bon, par exemple, un chef d'État libanais peut à ce moment-là rentrer et trouver un soutien de l'Ouest pour tous les réfugiés qui se sont venus chez eux. Parce qu'ils ont une population de réfugiés presque qui est au même niveau que la population libanaise. Qui est dans le sens de proportion, ils ont le plus grand proportion de réfugiés de tous les voisins de la Syrie aujourd'hui. Alors oui, ils ne peuvent pas vraiment éviter la situation dans ce sens. Parlant de la Syrie, qu'attend la communauté internationale pour vraiment réagir, pour protéger ces innocents syriens qu'on n'arrête pas à perdre tous les jours? Oui, la situation, c'est un résultat de la négligence, et pas seulement la négligence, la manque de courage moral de l'Occident de faire ou de trouver des solutions. Depuis le début, quand ils ont pu vraiment soutenir une situation quand c'était toujours plus ou moins noir et blanc, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus ça. C'est une. Écoutez, actuellement, on a vu qu'il y a des combats à Alep, mais c'est pas entre une armée syrienne. L'armée syrienne, au moins 70% des combattants ne sont même pas syriens. C'est des milices chiites des réfugiés afghans d'Iran, d'Iraniens, des Irakiens. Dans l'autre côté, c'est des Syriens, oui, mais au moins la plupart des rebelles sont des Syriens. Mais parmi eux, il y a des volontiers qui viennent de la Turquie, il y a des volontiers qui viennent du Liban, il y a des volontiers du monde musulman. Mais c'est pas. Alors, on est en train de voir vraiment. C'est pas seulement une guerre civile, c'est une guerre entre deux côtés avec des milices de partout. Oui, c'est très sérieux. Et c'est comme ça parce que l'Occident n'a pas vraiment trouvé une solution politique dès le début. Aujourd'hui, c'est un peu trop tard. Aujourd'hui, il y a la Russie dans la situation. On ne peut pas vraiment dire, par exemple, normalement, on pourrait dire, oui, il n'y aura plus de vols, ni de combattants, ni de bombardements aériens. On ne peut pas dire ça aujourd'hui, parce qu'après tout, il y a la force aérienne russe qui s'est mêlée en train de bombarder des lieux autour d'Alep. Alep même a été bombardé par la Russie. Aujourd'hui, la Russie, à cause de la réaction mondiale, est en train de dire non, on n'a pas vraiment utilisé nos forces aériennes sur Alep depuis 2 semaines. Possible, mais quand même, il y a une situation meurtrière. Des bombardements de jour à jour, d'artillerie par exemple, en train de raser des quartiers un par un à Alep. C'est les mêmes solutions qu'ils ont utilisées en Tchétchénie, entre parenthèses. La ville de Grozny a été abattue aux mêmes façons. Ils ont tué des milliers de gens à cause de ça. Et on est en train de voir un peu des analogies un peu trop proches avec Alep. Ben justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'attend la communauté internationale pour arrêter ces massacres? Il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire, sauf de rentrer dans une guerre qui sera une guerre générale. Et c'est ça le danger. Une guerre générale entre la Russie et leurs alliés et l'Occident et leurs alliés.
On n'a pas, c'est pas une option aujourd'hui, ça. Au lieu de ça, ils cherchent à trouver par la suite de négociations, de trouver des cessez-feux, des évacuations. Mais ça ne marche pas, parce qu'il y a le régime de Assad est de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi, entre parenthèses, ils sont de mauvaise foi parce qu'ils sont dans une position très faible. Ils étaient perdants dans cette guerre civile. Ce n'est qu'à cause de la Russie et leur intervention l'année dernière qu'ils ont vraiment sauvé le régime de Assad. Et là, il fallait trouver des solutions politiques entre-temps. Et ils ne l'ont pas fait. Maintenant, vraiment, c'est la dernière minute. On ne peut pas vraiment exiger ce qu'on appelle pour arrêter les vols et le bombardement de l'air, c'est presque impossible. On ne peut pas vraiment faire ce qu'ils sont en train de faire en Irak, parce qu'il n'y a pas vraiment l'accord gouvernemental. Le gouvernement, après tout, c'est le régime de Bachar el-Assad, et on ne peut pas vraiment intervenir sur les côtés des rebelles, dont ce qu'on peut dire, c'est soi-disant une guerre civile. Et quels sont les intérêts de la Russie à sauver le régime de Bachar el-Assad? Pour eux, Bachar el-Assad, c'est leur dernier allié au Moyen-Orient, au monde arabe. C'est un ancien client. La Russie a été humiliée en Irak. La chute de Saddam Hussein et la façon que la chute de Saddam Hussein c'est venu à humilier la Russie parce que là, on pouvait bien voir la faiblesse de la Russie qui ne pouvait pas vraiment soutenir un de leurs alliés historiques au Moyen-Orient. Ça veut dire l'Irak, et Saddam Hussein est plus important, la partie du Ba'ath. La partie du Ba'ath d'Irak, c'était une partie socialiste avec un certain lien avec la Russie. Et la même chose avec la Syrie, la partie Ba'ath syrienne, ça veut dire le régime de Bachar el-Assad, qui sont après tout des Ba'athistes, dont ils ont le soutien russe aujourd'hui, qui veut dire à tous ceux qui sont plus ou moins des clients de la Russie que la Russie sera là pour eux. Alors c'est très important. Alors, mais est-ce que la Russie est prête à soutenir Bachar el-Assad ou plutôt à soutenir le régime ba'athiste, ou au moins un lien, un gouvernement qui ne sera pas vraiment hostile à la Russie? Et c'est plutôt ça. Et de trouver une solution dans ce sens. Et pourquoi la Syrie n'a pas pris le chemin de la réforme politique, si l'on veut, dans le pays, comme ça a été le cas en Égypte? On a réélu un président, on a eu des élections avec plusieurs candidats, un parlement. Pourquoi la Syrie n'a pas pris ce chemin? Parce que vraiment, la Syrie et le régime syrien étaient une tyrannie meurtrière depuis le début. Moi, je vous parle de l'époque de Hafez el-Assad. On a déjà vu ce que s'est passé à Hama des années 80, les massacres et la suppression de la population, mais d'une façon farouche. Parce que quand même que le régime ba'athiste, le régime plus ou moins alawite, c'était un régime qui cherchait un équilibre entre les sectes et entre les ethnies, on peut dire, et qu'ils ont trouvé vraiment, qu'ils étaient assez, ils ont trouvé un certain succès là-dessus. C'est pas assez. Et ils avaient peur de donner trop de libéralité politique pour qu'ils allaient tout perdre. Ils ont déjà vu que c'était très facile de faire ça. Et en plus, ils avaient une situation dans leur police secrète, était dans tous les... c'est un peu comme le Stasi dans l'Allemagne de l'Est, dans le temps, à l'époque de communisme, que l'État secret en Syrie était très très puissant. Alors ils ne voulaient pas vraiment abandonner ça d'un jour à l'autre. Mais un peu, c'était ça. Aujourd'hui, on voit le résultat de ça, le résultat de trop de suppression sur un peuple qui a eu assez, vraiment. Et c'est pas même la moyenne classe. La moyenne classe, je trouve, est avec Assad. C'est la plupart des gens qui sont contre Assad, c'est les pauvres. C'est ceux qui n'ont pas vraiment un voix politique,
ni une participation politique. En plus, ils ne sont pas seulement les victimes d'une suppression politique, ils sont aussi d'une victime d'une suppression économique. Et c'est plutôt ça, c'est la suppression économique avec la corruption qui vient avec ça. Après tout, le régime de Assad, les régimes de Assad est corrompu. Et c'était un peu la corruption. Ils avaient peur. C'est un peu quand quelqu'un est en train il est sur le dos d'un tigre. Il ne peut pas vraiment sauter du tigre, sinon le tigre va le dévorer. Alors il doit rester sur le tigre jusqu'à la fin. Mais comment vous voyez la solution à cette situation maintenant en Syrie? La situation, c'est qu'ils doivent changer Assad. On n'a pas vraiment besoin de tout changer dans le sens politique. Certainement les chefs actuels, avec une situation où quand même il y a une certaine stabilité. La dernière chose, c'est le chaos. Personne veut le chaos, mais il faut changer ces éléments qui sont devenus toxiques, qui ne sont plus acceptables. Un régime qui massacre leur propre peuple sans merci, sans pitié, c'est pas acceptable aujourd'hui. Alors tous ceux qui sont liés à ça, ils doivent être écartés et trouver des éléments parmi le régime actuel qui sont prêts à trouver des compromis avec l'autre côté et commencer au moins un processus politique sous un soutien international. Parce que ça ne va pas comme ça, on ne peut pas laisser aller, comme par exemple la Libye. Sinon on devient des milices, etc., etc. Alors ça doit être quelque chose comme ça. Et éventuellement aussi, il faut désarmer la Syrie. Il y a trop de milices. Je ne sais pas si vous avez vu la liste des milices des deux côtés. Il y a une quarantaine, cinquantaine de milices d'un côté, il y a une trentaine de l'autre côté qui sont liées à ça, etc., avec certaines idées idéologiques. En tout cas, espérons que on ne va pas perdre plus de vie en Syrie. Le temps consacré à l'émission est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.